Balado numéro 6, tout logiquement, ça suit le balado numéro 5, mais encore plus logiquement, les sujets se suivent bien que ils auraient peut-être dû être faits dans l'ordre inverse, mais si bien que cette semaine, je vous parlerai assurance chômage ou assurance emploi, une petite histoire autour de ce pilier de notre filet social au fédéral. Bonjour à tous, ou bonsoir, ou peut-être même bonne nuit si vous ne trouvez pas le sommeil et que vous avez décidé que écouter ma balado pourrait ou bien vous faire passer une partie de la nuit ou bien vous diriger vers le sommeil, je ne sais trop. Mais bienvenue à cette 6e balado du prof député où j'ai décidé à la suite de la balado numéro 5 où on a abondamment parlé d'assurance emploi maladie. J'ai fait plein de références à la loi de l'assurance-emploi et je me dis, bon, mais logiquement, on aurait dû faire préalablement une balado sur l'assurance-emploi, mais qu'à cela ne tienne, il n'est jamais trop tard pour revoir le cours des choses. Et voilà que je vais vous présenter aujourd'hui un petit historique, un petit regroupement, un petit résumé de cette politique d'assurance-emploi qui était avant, on s'en rappellera, l'assurance chômage. Et pourquoi c'est aussi important d'en parler? Bon, mais probablement. Mais pas probablement, certainement, parce que l'assurance-emploi, c'est la pièce maîtresse de notre filet de sécurité en ce qui concerne les compétences de juridiction fédérale. Alors, quand est-ce que ça commence, ça, l'assurance-emploi qui était, je le rappelle au début, assurance chômage? Bien, on est autour des années 1940-41. On vient à peine de traverser la Grande Dépression et on est dans un contexte donc social, économique et politique qui est fortement teinté de cette Grande Dépression. Et on a le sentiment, à cette époque-là, qu'il est, je dirais, de responsabilité gouvernementale d'accompagner les travailleurs dans les moments difficiles que représente, par exemple, la perte ou la recherche d'un emploi. Et on est aussi à l'aube de cet État-providence qui a l'impression et le sentiment profond que l'État doit accompagner le développement économique et l'économie de marché. Donc, on n'a aucune réticence à mettre en place des mesures qui font en sorte de soutenir les travailleurs. Alors, juste pour donner une petite idée, en 1942, le régime commence à peine, c'est 40% des travailleurs qui sont couverts. Qui est exclu de ce régime-là à ce moment-là? Bien, curieusement, les fortement ou faiblement exposés au risque sont exclus du régime. Alors, par exemple, si vous êtes un fonctionnaire de l'État, vous êtes exclu du régime parce que les chances que vous ayez à vivre un épisode de chômage sont relativement faibles compte tenu des conventions collectives qui vous lient au gouvernement. Par contre, si vous êtes fortement à risque d'avoir besoin d'assurance chômage, vous êtes aussi exclu parce que là, comme c'est un régime d'assurance, vous représentez un trop gros risque et ça veut dire, par exemple, qu'au début du régime, les travailleurs saisonniers n'étaient pas couverts par l'assurance emploi, ce qui se développera dans les années qui suivront et qui mèneront à tout un débat, entre autres, parce qu'il faudra bien un jour cesser de parler des travailleurs saisonniers, mais de parler du travail saisonnier. Parce que de mon expérience, cette espèce de mythe qui veut que les gens se complaisent à travailler quelques semaines, quelques mois par année pour ensuite se la couler douce sur une prestation d'assurance chômage aussi longtemps qu'ils le peuvent, ben, comme je l'ai dit dès le début, c'est un mythe. Juste pour vous exprimer l'ampleur de ce mythe, la majorité, la très vaste majorité des prestataires d'assurance chômage ou d'assurance emploi, peu importe l'époque, le nombre de prestations où les gens retirent un chèque avant de retourner au travail, dans un travail qui est tout autre, semblable ou une reprise du même travail, c'est autour de 19 semaines. Alors, on est très loin d'une prestation annuelle d'assurance emploi sur laquelle on se la coule douce et on se paie un voyage dans le Sud. Et rappelons que l'assurance emploi, c'est toujours qu'un pourcentage de votre salaire. Et un salaire qui est en plus, je dirais,
en bon français, on dit topé, mais qui est maximisé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser le seuil. Si vous recevez, par exemple, aujourd'hui, c'est autour de 55% de vos prestations sont autour de 55% de votre salaire de base, jusqu'au maximum du salaire assurable. Si vous gagnez 500 000 par année, vous n'aurez pas 55% de 500 000 par année. Alors, en 42, on parle autour de 40%. Et grâce à cette approche qui fait en sorte d'exclure ceux qui pourraient réclamer le plus souvent, les surplus commencent à s'accumuler dans la caisse d'assurance-emploi et graduellement, le taux de couverture augmente aussi, ce qui est bien qu'en 1955, c'est tout près de 75% des travailleurs qui sont couverts. En 72, là, on atteint l'apogée, on ira jusqu'à 96% des travailleurs qui sont couverts. On s'entend bien, là. Des travailleurs qui sont couverts, ça ne veut pas dire des travailleurs qui reçoivent des prestations. Il n'y a pas en 72 96% des travailleurs qui ont reçu des prestations, mais qui étaient éligibles à les recevoir si jamais le malheur les frappait. C'est ça la grande différence. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, en 2019, la réalité a changé diamétralement, entre autres parce que le marché de l'emploi a changé de façon considérable. En 1955 ou même en 72, parler de travailleurs autonomes, ça existait, mais on s'entend qu'en 55, c'était à la marge et qu'en 72, c'était quand même minoritaire, alors qu'aujourd'hui, des travailleurs autonomes, je ne dirais pas que c'est devenu la norme, mais c'est très généralisé. Alors, il y a tout un changement qui s'est effectué et l'assurance-emploi n'a pas nécessairement suivi et adapté le régime au changement de la société dans laquelle on vit. On parle bel et bien d'une couverture d'assurance. Et je le signale parce qu'au moment où on se parle, en 2019, si le malheur vous arrive, c'est moins de 4 travailleurs ou travailleuses sur 10 qui réussissent à se qualifier pour obtenir des prestations d'assurance-emploi, alors que tout le temps de leur employabilité, ils ont cotisé au régime. Alors ça, c'est vraiment une catastrophe. Et on va voir dans l'histoire qu'à toutes les fois qu'on a revu le système d'assurance-emploi, ça me rappelle une certaine époque au gouvernement provincial où on parlait de la réingénierie de l'État. On a cette capacité absolument extraordinaire de trouver des expressions qui ont de l'air grandiloquentes, innovantes, mais qui, sur le fond, représentent toujours des coupures et l'amoindrissement des protections. Dans l'assurance-emploi, l'assurance chômage qui est devenue assurance-emploi, chacune des modifications au fil des années a toujours eu comme conséquence de venir amoindrir le filet de sécurité que l'on s'était donné au début et qui nous apparaissait vraiment d'une importance capitale. Qu'est-ce que ça veut dire, entre autres, ou quels sont les paramètres de cette participation sur lesquels on vient constamment picorer pour essayer de diminuer l'impact des sorties d'argent du régime par rapport aux entrées? Et je parle de régime, vous verrez bien que je ne parle plus de caisse d'assurance-emploi parce qu'il n'existe pas de caisse de l'assurance-emploi. C'est-à-dire que l'ensemble des cotisations des travailleurs et des employeurs qui constituent le fonds de l'assurance-emploi, ce n'est pas géré dans une caisse distincte comme l'est par exemple les fonds de retraite du Canada, où c'est beaucoup plus facile pour des actuaires de prévoir les besoins à moyen et à long terme des fonds de retraite que ce ne le serait pour ces mêmes actuaires que d'essayer de prévoir les fluctuations de l'économie qui permettraient au régime d'assurance-emploi de pouvoir répondre à ses besoins en temps réel. Et si je parle de cotisation des employeurs et des travailleurs, c'est parce que au moment où on se parle, et depuis belle lurette, il me semble que c'est le début des années 90, il me semble même que c'est 1990, le gouvernement fédéral, qui était un partenaire cotisant au régime d'assurance-emploi, a retiré sa participation. Si bien que depuis ce temps, toutes les sommes amassées le sont à même les cotisations des travailleurs et des employeurs uniquement. Or, quand l'économie va bien, présentement, ça va relativement bien, le taux de chômage, on est pratiquement dans plusieurs régions du Canada au plein emploi.
Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui cotisent au régime que de gens qui retirent des prestations du régime, ce qui fait que le régime est à même de générer des profits qui pourront servir ou qui devraient servir à passer des années plus difficiles lorsque la courbe reviendra, parce qu'on sait tous que l'économie, c'est cyclique. Or, en 90, le gouvernement se retire parce qu'il y a déjà des surplus engrangés, surplus qui sont tellement importants que à un moment donné, la tentation sera plus forte que le désir réel et le gouvernement libéral sera le premier à aller piger dans ce qui s'appelait autrefois la Caisse d'assurance-emploi pour financer d'autres programmes que ce pourquoi les cotisations avaient été prélevées. Et les conservateurs feront de même par la suite lorsqu'ils prendront le pouvoir, ce qui est bien que d'un surplus de 57 milliards de dollars, les libéraux et les conservateurs, successivement, vont à peu près le faire disparaître complètement, ce qui va donner lieu à une bataille historique entre les grandes centrales syndicales et le gouvernement fédéral pour dire « vous n'avez pas le droit de faire ça, cet argent-là n'appartient pas au gouvernement, ce sont les cotisations des travailleurs et des employeurs, ça doit servir les fins pour lesquelles ils ont été prélevés ». Et cette bataille-là sera menée à tous les ordres de juridiction ou de jugement jusqu'à la Cour suprême qui décidera, et c'était un moment sombre de l'histoire de cette assurance chômage, qu'effectivement, les sommes prélevées par le gouvernement chez les employeurs et les travailleurs peuvent être considérées de l'ordre des revenus généraux du gouvernement. Et à ce compte peuvent être utilisés à ce à quoi bon le gouvernement semble vouloir les utiliser. Alors, c'était une défaite majeure, cette bataille-là, et bien que le gouvernement, pas le gouvernement, mais la Cour suprême ait dit il est légal pour le gouvernement, quelle que soit sa couleur, d'utiliser les revenus, pour ma part, ça m'apparaît toujours totalement illégitime de le faire, ce qui fait en sorte qu'une des premières mesures qu'un gouvernement néo-démocrate mettrait en place, c'est la protection des cotisations. S'assurer que l'ensemble des revenus qui sont puisés à même les salaires ou les cotisations patronales ne servent qu'aux fins de l'assurance-emploi, c'est-à-dire ce pourquoi la loi les prévoit. Et comment on est venu picorer? Comment on fait en sorte d'avoir de plus en plus d'entrées et de moins en moins de sorties, mais c'est en jouant sur l'ensemble des paramètres qui constituent un chèque ou une prestation. Alors, on va, entre autres, la première chose, jouer sur l'accessibilité au régime. Comment faire en sorte que ce soit de plus en plus difficile de se qualifier? Bien alors, au début, s'il fallait 8 semaines de travail à temps complet pour se qualifier aux prestations, on a changé le système des semaines pour une semaine d'heures. Maintenant, ça prend autour de 900 heures pour se qualifier et ça dépend aussi, le nombre d'heures dépend aussi de la région dans laquelle vous habitez et de son taux de chômage, comme si, au moment où vous perdez votre emploi et que vous avez besoin d'un soutien, c'était important de savoir quel est le taux de chômage de votre région. Bien sûr, si le taux de chômage est plus bas, vous risquez d'avoir plus de facilité à vous trouver un autre emploi, certes, mais au moment où vous vivez le drame, c'est le moment où vous avez besoin de vos prestations. Et on se rappelle, c'est une assurance-emploi. Qu'on parle d'assurance vie, d'assurance, peu importe le type d'assurance, si vous avez une compagnie d'assurance qui indemnise moins de 4 clients sur 10, j'ai l'impression que vous allez changer de compagnie d'assurance assez rapidement. Pourtant, au gouvernement, on n'a pas vraiment de choix. Alors, on a joué sur l'accessibilité. On a joué sur le pourcentage également du salaire qui vous serait versé en termes de cotisation. On a joué sur le salaire annuel admissible. On a joué sur les délais de carence. On a aussi joué sur la notion d'emploi convenable. On a joué sur tous les paramètres qui rendraient plus difficile pour vous la réalité de vous qualifier. Alors, la première chose sur laquelle il va falloir insister, je l'ai dit tantôt, d'abord la protection des sommes, ensuite, rendre l'admissibilité au régime plus facile. Et à ce compte, le NPD vous propose une norme de 360 heures. Quand vous avez complété 360 heures, voilà la norme générale admissible pour vous qualifier au régime. Et là, j'entends déjà les hauts cris dire
Sérieusement? Vous allez qualifier des gens après 360 heures? Oui. Et il faut aussi bien voir que dans le régime actuel, dans la modification ou la transformation du marché du travail, pour obtenir ces 360 heures, là, il y a des gens qui vont devoir cumuler 2 ou 3 emplois à temps partiel très souvent. Et que de toute façon, la prestation qu'ils recevraient sera toujours proportionnelle aux revenus qu'ils ont engrangés. Donc, on parle vraiment d'une assurance proportionnelle à ce que vous aurez investi. On va donc jouer sur l'admissibilité. On va jouer aussi sur le délai de carence. Le délai de carence de 2 semaines. 2 semaines d'attente, pas de salaire. Pourquoi? Aucune idée. La plupart des pays industrialisés qui ont un régime d'assurance d'emploi n'ont pas de délai de carence. Les libéraux, dans la présente législature, ont diminué le délai de carence à 1 semaine. On peut dire bravo, un pas dans la bonne direction, mais si vous ne vous qualifiez pas au régime, le délai de carence, ça ne change rien dans votre vie puisque vous n'aurez pas accès aux prestations. On va aussi jouer sur le taux de remplacement du salaire, qui actuellement est de l'ordre de 55 %. Il faudrait que ce soit minimalement 60 %. Et on va jouer sur les prestations d'assurance maladie. On en a parlé abondamment la semaine dernière. Je ne reviens pas sur ce sujet-là. Et je m'arrête parce que l'assurance emploi, c'est une loi éminemment complexe, mais éminemment importante. Et pour tous ceux qui s'imaginent encore que c'est facile de frauder l'assurance emploi et de se faire une belle vie en recevant des chèques du gouvernement, bien, je vous rappelle une statistique importante. C'est plus de 33 % des prestataires d'assurance emploi qui sont vérifiés. Alors, ce n'est pas 10 %, une personne au hasard, on fait une vérification pour voir. C'est 33 %. Vous avez une chance sur 3 de recevoir un appel pendant que vous recevez des prestations pour vérifier si les déclarations que vous avez faites sont véritablement le reflet de la réalité. Alors, c'est un des régimes les plus vérifiés et où les prestataires sont les plus suivis à la trace. C'est un des plus sûrs, mais en même temps, un des moins généreux. Je m'arrête là, on pourrait poursuivre longuement la réflexion, mais dans ce filet de sécurité que l'on a souhaité se donner au Québec et au Canada, l'assurance emploi est un morceau important et fort mal en point et qui a été déconstruit par libéraux et conservateurs successivement. Alors vivement, un gouvernement néo-démocrate ou une approche, à tout le moins néo-démocrate, qui permettrait de faire en sorte qu'un régime d'assurance couvre les personnes au moment où ils en ont besoin. Parce que quand on paie des prestations d'assurance, on s'attend à pouvoir recevoir la couverture au moment où on en a besoin et c'est rarement des moments heureux. Alors sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour la balado 7 et je vous réserve le sujet pour plus tard. Au revoir!